Bien, ben bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de flexibilisation, flexibilisation de l'industrie et des entrepôts. C'est un sujet qui est d'actualité puisque on s'inquiète de plus en plus de la productivité de la France, que récemment le commissariat au plan euh, a sorti un rapport sur le rouleau compresseur chinois. Voilà. Quel est l'état de l'art de la flexibilisation des entrepôts et des usines? Jean-Christophe, le micro est à toi. Merci Christophe, merci les entrepreneurs. Donc, je vous ai préparé une petite présentation de 15 minutes qui nous laissera le temps normalement de pouvoir échanger 15 autres minutes ensuite. Donc, aujourd'hui, on va parler de, comme l'a dit Christophe, de l'entrepôt et de l'usine reconfigurable. Un sujet donc, qui recoupe des sujets d'industrialisation et des sujets aussi de l'industrie 4.0 et 5.0, pouvoir s'adapter aux besoins du marché. Donc le contexte sur ce premier transparent, le contexte industrie 5.0, j'ai pris les exemples à droite à gauche. Pour ceux qui auront le PDF, il y a des liens qui pointent vers les vidéos. Alors certaines vidéos datent de quelques temps déjà, notamment la vidéo de Stellantis sur la ligne virtuelle, donc où ils inventent, où ils déconstruisent complètement le concept de ligne d'assemblage. Elle devient reconfigurable. Les voitures sont sur des AGV. Les AGV ne sont pas obligés de suivre toujours le même parcours. Et donc, c'est une approche beaucoup plus flexible. En haut à droite du transparent, on voit aussi l'approche que Tesla a présentée en 2023, qui est l'approche qu'ils ont baptisée pompeusement Unboxed et qu'ils ont même brevetée. Une approche là aussi qui est plus arborescente, beaucoup moins linéaire que le concept de la taylorisation et du Fordisme, on va dire, qui n'a pas changé depuis un siècle. Donc l'idée, c'est de fabriquer séparément les pièces, la batterie, la partie arrière, avec des technologies qui peuvent être de la fonderie ou de l'emboutissage à très forte pression, et puis de rassembler tout uniquement à la fin. Donc plus de flexibilité dans la façon de fabriquer. Donc ça, c'est l'automobile. On connaît les difficultés qu'a l'automobile également. Et on sait qu'ils sont beaucoup plus en avance sur la robotisation parce que les coûts sont tendus. Dans l'aéronautique, au contraire, bon, les carnets de commandes sont pleins chez Airbus. On a un vrai problème de fabriquer les choses dans un temps limité. Et donc forcément, on peut regarder ce qu'ils proposaient déjà il y a quelques années et ce qu'ils font maintenant. Donc un nouveau découpage du produit, des robots qui montent sur le fuselage, des techniques de robotique pour le rivetage notamment et l'assemblage. Voilà. Donc, dans les deux cas, il y a toujours un flux digitalisé de demande qu'on collecte auprès des clients et une idée de fabriquer à la demande, du lean manufacturing. Alors après, j'ai parlé des bras manipulateurs, des AGV et parfois des bras sur les AGV qui commencent à apparaître et qui peuvent être un outil très flexible pour pouvoir mener à bien cette mutation. Du point de vue logistique, alors là j'ai pris un exemple toujours français, c'est l'entrepôt géant de Chantemer, la Clermont-Ferrand. C'est un des plus grands entrepôts français, 150 000 m², ex aequo avec Amazon à Paris. Euh, Tous les entrepôts ne sont pas grands, hein, attention, mais c'est juste pour dire que la France a des activités logistiques qui n'ont pas été trop bien évaluées dans les années 2020, puisque le rapport EMAR d'AR a notamment pointé du doigt le fait que notre logistique n'était pas si performante que ça à l'échelle européenne. C'est dû à la répartition hétérogène des entrepôts. On a une dorsale, Le Havre-Marseille, passant par Paris et Lyon, où il y a beaucoup d'entrepôts, et puis tout le reste du pays qui est mal irrigué. Il y a un faible taux d'automatisation qui est bien partagé par les entrepôts européens, soit dit en passant. Donc l'industrie est très robotisée, la logistique beaucoup moins. Et on avait plutôt tendance à tout faire à la main et à étendre sans fin les entrepôts, mais ce n'est pas un modèle durable. On a des lois aussi qui nous brident dans la construction de nouveaux entrepôts, la célèbre loi zéro artificialisation nette. Et donc l'automatisation va permettre de faire plus dans les mêmes murs. C'est le nouvel Eldorado, puisque tous les fabricants de chariots élévateurs se sont mis à fabriquer des robots. On peut le voir dans les salons, le récent SITL à Paris au mois de mars en témoigne. Donc si on rentre dans l'entrepôt, voilà une image d'un des grands
fabricants européens de racks et de robots, Mechalux. Donc je trouve le dessin très clair et peut-être simple, voire simpliste, mais quand même intéressant. Donc on a une zone de réception avec des docks qui est à gauche du dessin, une zone d'expédition avec des docks aussi à droite du dessin. Parfois c'est au même endroit, mais bon bref, c'est pour simplifier. Et entre les deux, on a des flux entrants de produits qui vont être stockés dans les zones de stockage. Donc actuellement en France et partout d'ailleurs, ce qui domine, c'est le rack fixe, classique, avec des allées de 3,50 m et des engins qui desservent ces racks. Quand on a des besoins de rapidité, alors j'ai oublié de préciser les hauteurs, les racks à palettes, typiquement, ça monte à 12 mètres, pas beaucoup plus, parce qu'au-delà, on a des problèmes pour pouvoir vider correctement. Euh, les chauffeurs ont mal à la nuque et ont des problèmes de sécurité. Donc pour des plus grandes hauteurs et pour plus de densité et plus de performance, on vise le transstocker, qui est lui une machine qui peut atteindre 30 voire 50 mètres de haut avec des coûts qui se mesurent en millions ou en dizaines de millions d'euros. Donc ce n'est pas pour tout le monde. Il faut savoir ce qu'on veut aussi. Un transstocker plutôt palette ou un transstocker plus petit pour des caisses. Les deux existent et donc parfois on a même les deux machines qui cohabitent dans le même site. Alors, entre ces gros systèmes, ces grosses infrastructures, on a des machines, donc beaucoup de chariots élévateurs, on en reparlera tout à l'heure. Si on a des besoins de débit, on a plutôt des convoyeurs. Donc là, c'est l'espèce de spaghetti qui rayonne dans tout le site. Ça peut être complètement passif, avec des gens qui font avancer les colis. Ça peut être motorisé. Ça fait souvent des centaines de mètres de long. Et une fois que c'est vissé au sol, c'est pour quelque temps. Donc, comment on peut reconfigurer un tel système? Comment, par exemple, augmenter temporairement la surface de stockage pour un pic d'activité ou un client nouveau qui arrive? Comment modifier le circuit de convoyeur alors que les entrepôts réels sont souvent beaucoup plus encombrés que ce qui est dessiné là? Et si un transstocker tombe en panne, est-ce que ça paralyse tout le site? Donc autant de questions qui taraudent les gestionnaires de sites et pour lesquels il commence à y avoir des solutions, quelques-unes, hein, je ne prétends pas à l'exhaustivité en 15 minutes. Donc là, je vous ai montré quelques solutions pour l'entrepôt reconfigurable. Alors, les approches fourmilières, là, j'ai mis des solutions françaises, puisque c'est un exposé en français avec une association des entrepreneurs françaises. Donc, on ne peut pas ne pas citer Exotech, licorne française, approche fourmilière, des robots qui roulent et qui grimpent au rack, mais qui sont limités à des caisses de 30 kg et qui sont également qui ne fonctionnent qu'avec les racks dédiés Exotech. Donc un système complet, intégré, mais propriétaire. Ça, c'est plutôt pour augmenter les débits, mais aussi avoir un stockage dense, mais que avec des caisses. Ce n'est pas une solution palette. Pour ce qui est des convoyeurs, comment réorganiser les convoyeurs? On a une société française qui est dans le centre de la France, qui s'appelle Bois Concept, qui a inventé un véritable puzzle de convoyeur avec des petits modules de l'ordre du mètre de long. Chaque module est motorisé et chaque module communique avec ses voisins. Donc le système complet peut être modifié en temps réel, c'est-à-dire qu'on peut reconfigurer, enlever un module et le remplacer par un autre sans interrompre le flux, quasiment pas. Bon, évidemment, il y a un surcoût, ça peut s'acheter ou se louer, mais je trouvais que c'était une innovation intéressante. Pour ce qui est de l'augmentation de la densité de stockage, quand on est avec des palettes, tous les fabricants de chariots élévateurs, dont Fenwick, l'ancien français, proposent des solutions pour aller étroites de seulement 1,50 m, des chariots qui peuvent monter à 12 voire 15 mètres et qui lèvent des palettes fort lourdes, hein, de l'ordre de la tonne. Donc un sacré engin. Évidemment, il y a des contreparties. Il y a la vitesse déjà, qui est limitée, puisqu'il faut un guidage très précis, avec des charges lourdes et des grandes hauteurs qui contribuent à faire osciller le robot. Le prix, qui est un gros ticket de l'ordre de 100 000 € avec un pilote et 200 à 250 000 en autonome. Et la spécificité de la machine, tout comme pour le transstocker qui tombe en panne, si votre unique chariot grande hauteur tombe en panne, vous ne pouvez plus accéder à vos produits. Donc c'est à acheter par deux au minimum.
Ces contraintes-là sont loin d'être anecdotiques et font que parfois, certains gestionnaires de sites qui croyaient avoir trouvé une solution en sont revenus. Il y a aussi la question de rapprocher les racks, qui est quelque chose qui est assez coûteux, notamment quand l'entrepôt est plein. Ça oblige à vider le rack, déplacer le rack en modifiant les inserts au sol. C'est quand même lourd. Alors, dans l'usine, quelques innovations des années précédentes. Bon, depuis les années 2000, on nous parle beaucoup de cobotique. Alors, à quoi ça sert? Quel impact? Ben, les cellules de fabrication, en général, sont faites avec des robots très performants, mais dangereux. Donc, on cartérise, et ça fait des structures qui sont relativement fixes et qu'on a du mal à faire évoluer. Avec un cobot, dans la mesure où il est limité en couple pour éviter de tout choc létal avec un opérateur, il y a une norme qui a été dédiée spécifiquement à cette catégorie de robots, ben on peut le déployer un petit peu n'importe où, sans barrière, comme on voit sur la photo. Euh, donc on pourrait dire que c'est vraiment idéal, ça permet de rajouter un petit robot là où il y en a besoin, même ponctuellement. Par contre, attention, la productivité n'est pas aussi bonne que celle d'un robot classique, puisque les limitations en couple se traduisent par des accélérations plus faibles, et donc globalement, la vélocité et la productivité ne sont pas aussi performantes. Alors, autre application classique, c'est pardon, hop, le chargement machine, qu'on voit ici sur cet exemple, avec un bras robotique qui dessert une fraiseuse. Alors, en partie basse de la photo, on voit le plateau qui contient soit des brutes, tout à fait à gauche, soit des pièces finies, dans des alvéoles. On voit tout de suite que ça permet de travailler pendant quelques heures, voire même un shift, une période complète de 8 heures, par exemple. Mais ça reste un faible stock. Donc, si on veut pouvoir accéder au stock de pièces brutes qui est souvent beaucoup plus loin dans l'usine, on a clairement besoin d'un robot mobile. Et c'est là qu'interviennent ce que j'ai mis à droite, les robots mobiles. Alors là, j'en ai mis un qui est un petit peu futuriste, hein, volontairement. C'est le Handle de Boston Dynamics. Il n'est que sur deux roues, un peu comme le Segway, vous savez, le gyropode qui se déplace toujours en équilibre dynamique. Ils ont rajouté la complexité du bras, qui sert un peu de stabilisateur, en complément également avec la batterie qui sert de queue orientable. Donc un engin qui fait des prouesses. On peut s'inquiéter quand même de la sécurité avec un port de charge en cas de panne de batterie, par exemple, ou de panne qui peut survenir. Bon, il existe aussi des robots avec des roues complètement posées sur le sol et pas de problème de stabilité. Donc ça démarre, mais assez doucement quand même, hein. Il n'y a pas vraiment d'offres commerciales fournies sur les robots mobiles, manipulateurs mobiles actuellement. Alors par contre, ceux dont on nous rabat les oreilles, ce sont les robots humanoïdes. Donc là, j'ai mis volontairement un robot chinois. C'est celui qui a été acheté en test par Airbus et qui est actuellement testé, je crois qu'il y a une vingtaine d'exemplaires en test sur les lignes à Hambourg, le Ubitech Walker S2. Alors, bon, ça ressemble à un homme. C'est vrai que c'est parfaitement adapté à l'environnement des hommes, puisque c'est calqué sur l'homme. Le coût est artificiellement bas. Alors là, attention, gros warning à mon avis, hein, c'est qu'il y a une question de prestige technologique international qui fait que les États subventionnent ces robots et qui sortent à des prix complètement déraisonnables et pas du tout représentatifs de leur valeur et du prix qu'il faudra payer plus tard en série. Par ailleurs, les performances, bon, c'est très beau, c'est spectaculaire, ça devient de plus en plus fluide, mais est-ce que ça va vraiment pouvoir porter des charges, ne pas trop fléchir sous la charge? On ne le sait pas. Quand même, 52 degrés de liberté pour un robot comme ça, on comprend que ça ne pourra pas être au même prix qu'un robot à 10 degrés de liberté comme le Handle ou comme le bras manipulateur jaune qu'on voit ici. Donc beaucoup encore d'inconnus. Alors, si on revient sur l'entrepôt, qu'est-ce qu'on trouve en intralogistique actuellement? Mais on trouve un portfolio de solutions très variées, beaucoup de machines différenciées par les fabricants, des machines qui travaillent plutôt au sol et d'autres plutôt en vertical. Je n'ai pas le temps de tout détailler. On a des machines plus exotiques à port latéral, comme celle que fait Combilift. Donc une ultra-segmentation, est-ce vraiment réaliste? Sachant que ces machines sont en général utilisées à des endroits différents de l'entrepôt,
ne travaillent pas tout en même temps. C'est un investissement élevé et les taux d'utilisation sont assez faibles. Souvent, on a moins de 40% du temps qui est d'utilisation, parfois encore moins que ça. Alors pourquoi nous on croit qu'il y a un marché pour les robots modulaires coopératifs? Sur ce schéma, je vous ai montré l'approche classique qui consiste à acheter un robot de la bonne taille SML, comme les t-shirts, pour lever ou faire une tâche d'une certaine taille, SML. Donc un petit robot S sera à l'aise avec des tâches de petite taille, par contre sera incapable de faire des tâches plus lourdes. Le robot L, lui, il peut tout faire, mais il est très cher, encombrant, il consomme beaucoup, il prend beaucoup de place, donc il est sous-optimal pour des tâches plus petites que sa taille. À l'inverse, le polyrobot, si on dit qu'on peut faire un gros robot taille L avec 3 briques, trois entités élémentaires, là où on était sous-optimal sur une tâche de petit robot, ben, on peut prélever 2 briques excédentaires et les réaffecter ailleurs dans l'usine pour pouvoir aider et compléter un robot trop petit pour la tâche. Donc, dans cette approche-là, on a des flux de robots et de la réorganisation dynamique qu'on peut envisager, mais évidemment avec une approche modulaire. Donc, il faut que les modules soient compatibles les uns avec les autres. Je termine avec ce qu'on fait nous chez Mechabotics. On développe un robot un peu couteau suisse qui va combiner une fonction de mobilité, la roue qu'on voit en partie basse, motrice et directrice, une fonction de levage, un mât de levage en face avant, et une fonction de manipulation, un bras optionnel qu'on peut embarquer dans le système de levage. Le tout faisant la taille d'un opérateur, passant par les portes et les allées classiques, pouvant monter aux étages, dans les ascenseurs aussi. Donc, en combinant ces modules, on peut couvrir tous les types de charges de 100 kg à 1 tonne, et on peut avoir de la tolérance de panne et la bonne machine pour chaque usage, sachant que également on gagne des propriétés en combinant plusieurs modules. Par exemple, les robots de type bibot, tribot, quadribot sont tous omnidirectionnels, donc beaucoup plus agiles. Ils se déplacent en crabe, ils tournent sur place par rapport aux modules solo. Donc c'est la raison pour laquelle notre premier produit en développement et qui devrait sortir d'ici 6 mois pour les premières têtes de série, c'est le bibot qui existe en version colonne rapprochée pour des palettes, colonne écartée pour des charges hors gabarit, des plaques, des poutres, ou colonne séparée pour doubler la productivité sur des petites charges. Et également beaucoup de possibilités de montage, stabilisateur contrepoids à l'arrière pour dégager l'avant, ou stabilisateur à l'avant pour avoir plus de compacité. Tout est possible et on peut émuler un peu toutes les machines. Le coût, on vise environ 70 000 euros pour un bibot et on peut accéder par cette modularité façon puzzle à 360 000 euros de configuration. Et le changement d'une config à l'autre, c'est un jour d'ingénieur, donc c'est assez peu. Le tout pour pouvoir suivre l'activité du site qui va être variable sur une vingtaine d'années avec tolérance de panne. Voilà, donc en conclusion, nous, chez Mechabotics, on est pionnier sur le secteur du robot mobile modulaire, à fort impact parce qu'on réutilise chaque fois, et on fait travailler tout le temps nos modules, parce qu'on densifie les entrepôts, on ne construit pas des hectares d'entrepôts pour rien, et à longue durée de vie. Scalable parce qu'on peut facilement renforcer la capacité de production sur un pic d'activité. À faible coût parce qu'on fait des économies d'échelle avec avec des modules qu'on fabrique en grande série. Et tout ça pour desservir l'entrepôt, l'usine, le chantier. Souverain en particulier par les briques open source qu'on propose et durable. Donc voilà, c'est notre contribution et c'est parce qu'on a une vision proche sur la réindustrialisation, qu'on s'entend si bien et qu'on est adhérent depuis quelques années maintenant aux entrepreneurs que Christophe Faury pourra vous présenter plus en détail. Voilà, merci pour votre attention. Ben, merci beaucoup. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans la conversation, là, dans le chat par écrit. Moi, j'avais une petite question par rapport à mon introduction. C'est est-ce on est en retard, quoi, aujourd'hui? Est-ce qu'il y aurait des gains importants à faire par rapport à ce qu'on dit? Voilà.
Et puis même, deuxième question, hein, tant qu'on y est, c'est je suis dirigeant d'entreprise, comment j'attaque le sujet, quoi, parce que ça paraît quand même un peu compliqué. On se rend compte qu'il y a des solutions qui paraissent bien et qui en fait à l'usage sont peut-être pas aussi bien que ça. C'est des gros investissements, donc une erreur, ça doit quand même faire mal. Donc voilà, comment, un, est-ce que j'ai beaucoup à gagner? Et deux, comment aborder les choses de manière un peu intelligente, quoi. Mm. Alors, beaucoup à gagner, oui, je pense. Enfin, beaucoup d'analystes s'accordent sur le fait que la robotique est une des solutions pour pouvoir gagner en performance, baisser nos coûts de fabrication qui sont trop élevés en Europe. On le constate, hein. J'ai eu l'occasion de visiter une usine de roulement à billes dans le sud de la France, en Provence. Euh, le chef du site nous l'a dit clairement, hein. Il nous a dit, si je n'avais pas robotisé, ben, je ne serais tout simplement plus là, à l'échelle d'un groupe international où il y a compétition entre les usines et les sites. Voilà, donc si on reprend l'étude qu'avait faite le CETIM sur la robotisation des PME, ce qu'il en ressortait, c'est que l'introduction des robots, chaque fois, avait généré une augmentation de chiffre d'affaires et de l'embauche. Alors, pas toujours sur les mêmes métiers, mais on a besoin, certes, de gens pour entretenir les flottes, et on peut aussi réfléchir une partie du personnel sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Il faut, à mon avis, voir le robot comme un outil qui va décharger les opérateurs des tâches pénibles et répétitives. Et après, pour ce qui est de la complexité, oui, certes. Alors, est-ce qu'on est en retard en France? Oui, clairement. En taux de robotisation, les dernières statistiques sont affligeantes. La France est le mauvais élève de l'Europe industrielle. On est derrière, évidemment, l'Allemagne. Derrière, largement, l'Espagne nous est passée devant. La Slovénie est devant nous depuis plusieurs années maintenant. Ne parlons pas de l'Italie. On est mauvais. Donc, on est très peu robotisé. Or, c'est une des rares façons de produire plus, la nuit notamment, de mieux utiliser le temps disponible pour pouvoir fabriquer ce qu'on a à fabriquer. Et Donc là, oui. certes, c'est Mm, compliqué. Et après, mm. je pense que des associations comme les entrepreneurs, avec des compétences multiples qui sont dans le conseil, dans l'optimisation de la performance, dans le hardware, dans le software, il y a une prochaine conférence là, que Vincent va nous faire sur l'industrie 4.0 et les façons dont on peut structurer les données, avec UNS notamment. Bon, typiquement, c'est des choses qu'il faut développer en France, à mon avis, hein. D'accord. Alors, question, y a-t-il un modèle robot mobile modulaire as a service? Oui, oui, oui. Bah, alors, toutes les approches as a service, elles réclament d'avoir une flotte un peu significative, d'avoir produit suffisamment de robots et de pouvoir remplacer le- l'achat du robot, voire la location longue durée du robot, par l'achat d'une prestation, du genre je n'achète pas ou je ne loue plus 30 robots par mois, mais je vais payer pour 3000 palettes par mois, par exemple, 3000 mouvements palettes. Ça, oui, c'est envisagé, mais ça, c'est pour la suite. Une fois qu'on aura décollé et qu'on aura une masse critique et beaucoup de fourmis dans notre fourmilière. Et Alors, c'est intéressant aussi pour faire des échanges entre sites. À l'échelle d'un groupe, par exemple, qui a plusieurs sites, si on a des robots suffisamment petits, et c'est le cas des nôtres, qui sont transportables en véhicule léger, on peut envisager d'avoir des flux d'un site à l'autre. d'accord. Alors, il y a une autre question. Sait-on si le taux d'accident du travail baisse significativement avec l'utilisation de robots dans des environnements mixtes? Hmm. Il faudrait s'y pencher. Là, je ne peux pas répondre précisément là, sur cette question, qui est quand même pointue. Euh, bon, sur les cobots, clairement, ils sont conçus pour ne pas blesser l'opérateur. Donc, j'ai pas écho d'accident, hormis à la limite peut-être se pincer un doigt, mais c'est sans dommage. Alors que sur un robot industriel, il peut y avoir des dommages fatals. Pour ce qui est des AGV AMR, alors les AGV ils roulent sur des pistes prédéfinies, c'était quand même la technologie d'avant. Les AMR, eux, ils ont une représentation cartographique du site et ils évoluent tout seuls. Et ils peuvent s'arrêter en cas de problème et contourner l'obstacle. Donc, ils sont tous équipés de lidar au ras du sol. Donc, même en cas
d'homme qui aurait chuté, qui serait évanoui au sol, le robot le détecte. Donc, je n'ai pas entendu le moindre écho de problème de sécurité. C'est des robots qui, sur les sites industriels, sont généralement limités à 2 mètres par seconde. Donc, on n'est pas non plus à des vitesses. C'est une vitesse de quelqu'un qui marche vite. Voilà. Alors, autre question directement pour toi. Y a-t-il une version 2 bras? Quel est le coût d'un tel robot Mechabotix? Quel est son coût de maintenance et quelle est la durée de vie de ce type de robot? Voilà. Mm. Donc après ça, on saura tout. Alors là, je vais donner des éléments ici. Nous, on vise, suivant les options, hein, suivant le nombre de packs batterie que vous prenez, la colonne, on veut la sortir entre 30 et 35 000 euros avec système de levage et un accessoire de type fourche. On a des systèmes d'interconnexion aussi, mais qui sont quand même mineurs en coût. Et ce qui coûte assez cher, c'est quand même le bras. Donc oui, on peut faire un système à 2 bras. Vous voyez, on a prévu, là c'est des vues très simplifiées, hein, c'est pas les CRO industriels. Euh, mais on a prévu différents points d'ancrage. Le plus pertinent en général, c'est quand même sur le système de levage, parce que ça permet de desservir un très gros espace de travail. Mais on peut suivant les besoins et les cas d'usage, on peut les mettre un petit peu n'importe où. Et pour ce qui est de la durée de vie, comme je l'ai dit, on vise 20 ans, parce que c'est déjà beaucoup hein, à l'échelle d'un système mécatronique. Au-delà, généralement, il y a de vrais progrès énergétiques sur les batteries, sur l'efficacité, les rendements des variateurs et des moteurs. Donc, ça nous paraît raisonnable. C'est déjà mieux que ce qui se fait. Nous, on prend l'exemple de Fanuc, qui est le bon élève en robotique et qui est capable encore de réparer des systèmes. Il nous racontait qu'ils étaient capables de remplacer des tubes cathodiques des années 80 par des écrans plats sur une baie de commande. Ça montre un exemple de mutation technique hein, en 20 ans. Donc c'est D'accord. déjà un beau défi. Et maintenant, ça alors? Et pour la maintenance, ben, nous, notre modèle économique, c'est de s'associer avec des distributeurs en région qui pourront réagir rapidement aux souhaits du client sur une base quotidienne si besoin, reconfigurer la flotte, la fourmilière du client suivant ses souhaits en quelques heures par module et assurer la maintenance rapidement, puisqu'il faut vraiment être proche du client pour pouvoir réagir vite. D'accord. Alors, je vois qu'il y a une question encore qui arrive. Alors, est-il prévu une version dont la charge d'énergie est possible en air comprimé au lieu de batterie? Oui, oui, après, air comprimé égale danger aussi en cas de choc ou d'explosion. C'est pas aussi dense en énergie, mais oui, oui, il n'y a aucun problème on est modulaire, on peut prévoir de la place pour de la charge utile. Là, vous voyez par exemple à l'arrière de notre démonstrateur Bibot, on a la place pour 3 packs au rez-de-chaussée, 3 packs sur le dessus. Chaque pack contient 5 kWh. Là, on a posé une baie de commande, la baie de commande du bras robotique qu'on a intégrée à l'arrière très rapidement. Hein. C'était une intégration test rapide. On a beaucoup de place à l'arrière. Donc, on peut écarter plus aussi si vous n'avez pas de contrainte de largeur d'allée. C'est très, très modulaire. Alors, j'ai une autre question, c'est plus précis. Je travaille sur un projet de gestion de flotte de robots, coopération cybernétique. Autre point, j'envisage une supervision avec une plateforme SCADA MES pour remonter les données de fonctionnement et la position dans l'entrepôt avec balisage au sol. Avez-vous déjà une référence de ce type? Donc là, on est en train de préparer les premiers démonstrateurs là. Donc, si vous pouvez être notre prochaine référence, avec plaisir, venez en discuter. Donc, clairement, pour tout ce qui est échange avec l'infrastructure de commande, on est en train d'implémenter OPC-UA dans notre architecture pour pouvoir être relativement standard dans la façon d'être supervisé. Et on n'est pas pour le marquage au sol parce que c'est souvent les solutions low cost, mais qui ont un coût de maintenance, qui ne sont pas flexibles non plus. Donc nous, on est plutôt en repérage par rapport à l'environnement, localisation mixte LIDAR vision. Voilà. J'ai peut-être oublié des points. Bien, alors on touche à la fin. Est-ce que vous avez une dernière question ou est-ce qu'on s'arrête là?
Pas de questions? Pas de questions. Bon, bah écoutez, je vous remercie tous. Donc, prochaine séance dans 2 semaines. Nous recevons Denis Debacker. Le sujet, c'est la documentation technique. Alors, la documentation technique, ça paraît un peu secondaire, mais en fait, ça l'est pas du tout. Et donc, on va voir que ça peut apporter beaucoup, mais aussi, si on s'y prend pas bien, ça peut avoir des impacts importants. Donc, notamment, on aura un exemple d'une perte de 9 milliards d'euros pour une grande société à cause d'une gestion technique de documents techniques mal fichus. Voilà, donc à bientôt et merci beaucoup à tous et merci à Jean-Christophe, hein, c'était magistral. Merci Allez, Christophe, merci à tous pour votre attention. À bientôt. allez, au revoir.